Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous recevons aujourd'hui Gilbert Doctorow, historien et analyste des affaires internationales, pour discuter de la pression croissante exercée sur le président Poutine, je suppose, afin qu'il abandonne certaines de ses retenues et réagisse plus fermement face à l'OTAN. Merci donc d'être avec nous. Eh bien, c'est un plaisir, sauf que je ne viendrai pas apporter de bonnes nouvelles à l'émission. Eh bien, il semble que nous entrions dans une situation assez dangereuse. Au cours des derniers jours, nous avons vu des articles, comme celui du Financial Times, indiquant très clairement que les États-Unis participent à des attaques contre des raffineries russes. Là encore, la Maison-Blanche ne l'a pas démenti. Même Trump semble se vanter lorsqu'il en parle, et bien, j'irais jusqu'à dire qu'il exagère largement les files d'attente pour l'essence en Russie. Nous avons Hegseth qui parle d'imposer des coûts à la Russie, et Trump, bien sûr, qui travaille d'arrache-pied pour saboter l'économie russe, en faisant pression sur des pays comme l'Inde pour qu'ils cessent leurs échanges commerciaux. Mais aussi, sous le mandat de Trump, nous avons vu que la dissuasion nucléaire de la Russie avait été attaquée en juin. J'ai vu hier un rapport du FSB suggérant que les Britanniques étaient directement impliqués dans cette attaque contre la dissuasion nucléaire de la Russie. Trump parle désormais ouvertement d'envoyer des Tomahawks qui, encore une fois, pourraient transporter des ogives nucléaires. Les Russes ne pourraient pas le savoir. Si la Russie voit un Tomahawk lancé en sa direction, elle ne peut pas vraiment déterminer s'il transporte une ogive nucléaire ou s'il s'agit d'une première frappe. Cela doit donc être pris en compte dans la manière dont elle riposte et réagit. Pour toutes ces raisons, on entend désormais des voix plus fortes à Moscou, tant chez les politiciens que dans les médias, qui considèrent cette retenue comme une forme d'apaisement, ne pouvant qu'engendrer une situation plus dangereuse à mesure que nous nous rapprochons d'une guerre directe. Et oui, personne n'a vraiment de contrôle sur l'escalade ici. Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour voir comment une telle escalade pourrait mener à un échange nucléaire. Je ne sais pas, j'ai tendance à être d'accord avec cette évaluation selon laquelle nous nous dirigeons vers une guerre directe possible. Encore une fois, des conséquences impensables. Le contrôle de l'escalade est une illusion qui pourrait essentiellement nous tuer tous. Donc, sur cette note très sombre et pessimiste, je voulais aborder un article que vous avez récemment écrit sur ce sujet, où vous avez discuté du dilemme de la manière dont la Russie pourrait répondre aux escalades de l'OTAN. Comment voyez-vous les arguments pour et contre la retenue du côté de la Russie? Eh bien, je vais aborder cette question, disons, d'un point de vue profane, puisque vous êtes le politologue qui examine les considérations théoriques autour de la dissuasion, un sujet largement débattu. Ce n'est pas mon domaine. Mais en tant que profane, je constate que M. Poutine, bon gré mal gré, sape la dissuasion de la Russie par sa retenue. Exposer les missiles et autres armements de dernière génération, dans lesquels la Russie a plusieurs années d'avance sur l'Occident, et sur les États-Unis en particulier, ce n'est pas de la dissuasion. La dissuasion, en fin de compte, est une question de volonté politique d'utiliser cet arsenal, et il n'est pas du tout évident que M. Poutine ait cette volonté. Ses actions et ses paroles au cours des derniers mois ont dit exactement le contraire. Et en ce sens, je dirais qu'il a affaibli la dissuasion de la Russie. Maintenant, d'où me vient cette idée qu'il existe une opposition à M. Poutine? Qui est-ce? Est-ce l'armée? Complote-t-elle contre lui? Le KGB complote-t-il contre lui? Je n'en sais rien, personne ne le sait. Mais je peux dire que la question n'est pas cachée, elle est bien visible. Et lorsque je parle de la télévision d'État russe, je veux que les gens comprennent que lorsque je dis talk show, je ne parle pas d'un talk show comme on en verrait sur NBC.
Ce n'est pas Meet the Nation. C'est la voix du Kremlin sans être le Kremlin. Aujourd'hui, lorsque les gens pensent à la voix dure qui émane de la Russie, ils pensent à M. Medvedev, qui fut un président faible et qui depuis 3 ans tente de compenser cela par un super patriotisme. Il n'est pas le seul. Plusieurs politologues et hommes d'État russes en vue ont fait la même chose, cherchant à racheter leur attitude autrefois conciliante envers l'Occident en affichant aujourd'hui une xénophobie ouverte. Mais de qui suis-je en train de parler? Je parle de Vladimir Soloviev et de son émission Le Soir avec Soloviev. Qui est-il? Oui, c'est l'animateur d'un talk show, mais cela ne dit pas qui il est. C'est un proche associé de Kiselev, le directeur de l'ensemble des journaux télévisés de la télévision d'État russe. C'est le protecteur du chien de chasse qui suit Poutine partout, Zarubin. Il a été favorisé par le ministère russe de la Défense pour aller sur le front, voir des choses que personne d'autre ne voit, monter dans les chars et présenter, dans son émission télévisée, des interviews de personnes qu'il considère comme des héros spéciaux du front. Ce n'est donc pas simplement une émission de discussion. C'est un homme très étroitement lié au cercle de Poutine, faisait partie de ce cercle. Et il a déclaré, et je pense qu'on peut le trouver sur YouTube, de façon assez étrange, cela y est apparu hier seulement. Je ne me souviens pas du genre de sponsor anonyme qu'il a mis en ligne pour la télévision russe, car la télévision russe elle-même est interdite sur YouTube. Le programme du 14 est étiqueté comme celui du 15. Le 15, c'est la date à laquelle il a été publié par cet intermédiaire, le programme de Vladimir Soloviev. Et ce qu'il dit va vous glacer le sang. Il affirme que la Russie est prête, qu'elle a laissé franchir des lignes rouges, qu'elle ne s'est pas défendue, qu'elle s'est montrée faible et que cela doit cesser. Il dit, soyons honnêtes, nous ne sommes plus dans une opération militaire spéciale. Nous sommes maintenant en guerre. En guerre. Dans ce cas, dit-il, il ne se soucie plus d'un comportement humain envers l'ennemi. Les Ukrainiens sont l'ennemi. Ils essayent de tout faire pour détruire la Russie, et la Russie doit répondre de la même manière. Nous devrions maintenant bombarder tous les centres de décision à Kiev pendant la journée, afin de nous assurer que tout le personnel soit pris dans les bâtiments. Compris? Nous devrions également avertir les pays européens, ceux qui ont des usines fabriquant des armes pour l'Ukraine, d'évacuer leur ville, parce qu'il est clair qu'il existe une menace explicite de détruire les capitales européennes. Je suis à Bruxelles. Nous avons, dans le centre de Bruxelles, une telle usine. C'était autrefois une usine automobile. Elle fabrique maintenant différents types d'armements pour l'Ukraine. C'est donc un avertissement très direct. Ce qui m'a le plus marqué ici, c'est la mention que nous ne parlons plus d'une opération militaire spéciale. Nous sommes en guerre. J'attends que Poutine déclare la guerre. Et je pense que cela se produira dès que les Tomahawks seront livrés à l'Ukraine ou qu'un événement similaire surviendra. Ce sera la provocation qui lui permettra de faire ce que des gens comme Soloviev réclament. Et une fois la guerre déclarée, tout devient possible. En même temps, je suis ici à Bruxelles, où je peux vous dire, d'après une source interne d'un journal flamand, que notre Premier ministre, De Wever, tremble de peur à cause de cette affaire des 145 milliards d'euros d'actifs d'État russes, d'Euroclear, transformés en garantie. Il craint, à juste titre, que Bruxelles ne soit détruite. C'est pourquoi je n'apporte pas ma note habituelle d'encouragement au public. Je suis aussi inquiet que vous semblez l'être, d'après vos remarques d'ouverture. Nous traversons une phase très grave.
Je ne vois pas comment une guerre directe peut être évitée maintenant, car encore une fois, si la Russie fait preuve de retenue, l'OTAN y verra une faiblesse. Ensuite, les Tomahawks seront livrés et les Russes devront réagir de la manière la plus féroce. Et s'ils répondent, alors, bien sûr, regardez le langage que nous employons en Europe. Nous avons quelques drones au-dessus d'un aéroport, et même après avoir découvert que des Européens les pilotaient et qu'ils ont été arrêtés, nous continuons à parler d'une guerre hybride menée par la Russie. Nous semblons tellement impatients d'en découdre. Je veux dire, une fois que les Oreshniks commenceront à s'abattre sur nos installations de production et nos centres logistiques en Europe, il sera impossible d'éviter la guerre. Oui, on dirait que nous sommes arrivés au bout du chemin. Quoi qu'il en soit, tu as mentionné les théories sur la dissuasion. Je veux dire, en matière de dissuasion, du moins quand je l'enseignais, nous nous concentrions sur les 3 C. Il faut avoir la capacité de dissuader. Cela doit être évident. Il faut aussi que ce soit, et les Russes ont bien cela, surtout les Oreshniks, qui leur permettent de gravir l'échelle de l'escalade de manière très agressive, sans recourir au nucléaire. Le deuxième point, c'est que cela doit être crédible, que tu sois prêt à utiliser l'arme, qu'une fois la ligne rouge franchie, elle sera utilisée. Et tout cela doit être communiqué. Donc ces 3 C doivent tous être présents si l'on veut une dissuasion efficace. Mais comme vous l'avez dit, le désir de croire qu'on peut s'entendre avec Trump mine la crédibilité. Et c'est une communication très, disons, dangereuse. Je sais que les médias et les journalistes vont entendre cela et dire, eh bien, alors vous soutenez les Russes. Mais c'est là le problème. Il ne s'agit pas de soutenir un camp ou l'autre. Une fois que nous empruntons cette voie, c'est la guerre. La guerre elle-même devient le principal ennemi. C'est cela qui pourrait tout détruire. Mais malgré tout, ce n'est pas comme si Poutine était naïf non plus. Quels sont, selon vous, les arguments pour et contre ces restrictions? Car il y a des raisons d'être prudent. Il a toujours été prudent. C'est son mot d'ordre dans presque toutes les politiques que l'on examine. J'aimerais simplement expliquer, les gens se demandent peut-être pourquoi je change d'avis, non seulement à propos de M. Poutine, pour qui j'ai une grande admiration, et pour tout ce qu'il a accompli en sauvant la Russie de la ruine, et en lui redonnant, tel un phénix, le statut de grande puissance. Je ne nie rien de tout cela. Mais son comportement dans la conduite de cette guerre laisse de nombreuses questions ouvertes, quant à savoir s'il a encore le courage et la volonté de prendre les risques qui s'imposent à lui. On n'a pas le choix. Le risque est présent de tous côtés. La question est à quel risque choisissez-vous de répondre? Et quels sont vos calculs? Ces calculs, je pense, à ce stade, sont complètement faux, basés sur sa lecture de Trump, que je crois erronée. Et puis la deuxième chose qu'ils diront, c'est « Pourquoi suis-je maintenant en train de me retourner contre M. Trump ?» Parce qu'au départ, on me considérait comme un dupe de Poutine, puis on m'a considéré, parmi ceux qui n'aiment pas ce que je dis ou écris, comme un dupe de Trump. Eh bien, ma réponse à ces remarques est très pertinente pour notre discussion. Je fais partie des rares, malheureusement, qui changent d'avis en fonction de ce que je vois devant moi. Si les faits objectifs changent, alors mon opinion change. Et les faits objectifs ont changé. Monsieur Trump, avec cette solution tant vantée de gazer la guerre, vantée par qui? Principalement par les mauvaises personnes, c'est-à-dire toute l'Union européenne et tous les autres sycophantes qui l'entourent. C'est un faux accord de paix, une fraude. Mais malheureusement, il a été encensé. Bon, il n'a pas reçu le prix Nobel, mais il s'en est approché. Et il croit que sa méthode pour résoudre ces crises, en utilisant la force américaine maximale pour contraindre les parties en guerre à trouver un compromis, il croit qu'il a réussi. Je pense qu'il se trompe complètement. Nous le verrons dans les prochaines semaines, quand la guerre reprendra.
Mais ils pensent que cela a fonctionné, et ils pensent que c'est applicable à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est pourquoi il exerce maintenant une pression maximale à la Russie. En affirmant à tort d'ailleurs hier que M. Modi avait promis d'arrêter d'acheter du pétrole russe. Ce n'est pas le cas. Ils vont en réduire quelque peu les achats, et c'est précisément l'objet de la réunion d'aujourd'hui avec les Saoudiens. Ils vont essayer d'équilibrer leurs achats de pétrole saoudien et aussi de pétrole américain, mais cela ne signifie pas qu'ils vont cesser d'acheter du pétrole russe. Quoi qu'il en soit, il croit qu'il tient tout le monde dans sa main, qu'il est le souverain tout-puissant de l'univers et que chacun suivra ses ordres. Eh bien, jusqu'à un certain point, et il a atteint ce point. La Russie n'est pas une petite bande de désert au bord de la mer Méditerranée appelée Gaza. La Russie n'est pas un petit État juif entouré par une centaine de millions de musulmans ou plus, se défendant grâce à une supériorité militaire. La Russie n'est pas une superpuissance, mais une grande puissance internationale. Possédant le plus grand stock d'armes nucléaires au monde et de nombreuses autres réalisations dans le domaine de la défense qui dépassent celles de ses pairs et concurrents de 10 ans ou plus. Et il ne peut pas les contraindre à exécuter ses ordres, ni à sacrifier les raisons pour lesquelles ils ont perdu 150 000 morts dans cette guerre, simplement pour flatter la vanité d'un certain Donald Trump. Cela ne va pas fonctionner. Au contraire, cela pourrait mener à une guerre dont nous souffrirons tous. Je pense donc que tout le monde devrait suivre cela de près. Je fréquente ce club social prestigieux ici à Bruxelles. Le principal objectif du club est de célébrer à quel point nous sommes tous importants et de bien manger, ce qui est peut-être une raison suffisante pour un club. Mais parmi ces personnes, qui sont des professionnels très accomplis dans tous les domaines, il n'y a absolument aucune conscience de ce qui se passe. Aucune. Ils prennent et lisent les journaux, et ils en savent autant que n'importe qui, lisant le New York Times. Et cela me fait très peur. J'ai souvent le sentiment que l'incompétence a atteint un niveau dangereux également. Mais cette retenue est désormais très ouvertement dénoncée par les Européens comme une faiblesse. J'ai vu Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, debout sur scène, commencer plus ou moins à imiter le type de langage et de ton qu'utilise Trump. Il affirme que les Russes ne savent même pas faire voler leurs avions, que leurs navires sont inutiles, qu'ils sont faibles et insignifiants, et que leur économie est plus petite que celle de l'Espagne, les arguments habituels. En d'autres termes, ce message est clairement destiné à Trump, l'une des principales personnes visées. Et en même temps, Trump est présenté comme puissant, fort. Et s'il traite les Russes comme il a traité les Palestiniens, alors ils rentreront dans le rang. Je veux dire, on peut presque comprendre pourquoi Trump a abandonné la position qu'il avait auparavant. Rappelons qu'en février, il condamnait Zelensky pour avoir joué avec la Troisième Guerre mondiale. Maintenant, ce Trump-là semble prêt à la déclencher. Et en plus, la ministre néerlandaise de la Défense soutient qu'il faut, eh bien, oui, envoyer les Tomahawks. Plus personne ne discute des conséquences. De ce que cela signifiera lorsqu'un Tomahawk, éventuellement porteur d'une ogive nucléaire du point de vue russe, se dirigera vers les frontières russes. Je veux dire, comment sont-ils censés réagir? La seule chose que nous répondons, c'est bien, ils auraient dû y penser. Ils devraient quitter l'Ukraine. C'est tellement vide et ridicule. Donc je ne vois vraiment plus comment il serait possible de négocier une sortie de cette situation. Il est manifestement évident que M. Trump est un tyran. Il est moins manifestement évident que la plupart des membres du Congrès américain le sont aussi. Il m'est incompréhensible que Vladimir Poutine ne voit pas cela, ne le sache pas,
et n'agissent pas comme il disait le faire lorsqu'il était un gamin bagarreur à Leningrad, dans les cours d'immeubles, face aux brutes. Il disait « Tu n'attends pas qu'ils te frappent, tu les frappes le premier. » Où est-il maintenant? J'espère pour nous tous qu'il retrouvera la raison, car s'il ne le fait pas, il sera écarté et remplacé par des personnes que nous ne voulons vraiment pas voir au pouvoir en Russie. Des gens très agressifs, très xénophobes et tout à fait prêts à entrer en guerre nucléaire. Il est donc dans notre intérêt à tous que M. Poutine examine de près ce à quoi il est confronté avec Trump, qui est un tyran prêt à reculer lorsqu'on met sa bravade à l'épreuve. Personne au sein du gouvernement américain ne veut mourir sous des missiles russes. Personne. Ils ne croient tout simplement pas qu'une telle menace existe. Il faut leur rappeler, d'une manière ou d'une autre, que la menace est réelle et pourrait être mise à exécution. Et je pense qu'ils reculeront tous. Je suppose que si Poutine s'est montré retenu, c'est parce que c'est un pari risqué. Mais il existe d'autres raisons pour lesquelles cette retenue pourrait n'être que temporaire. Car bien sûr, l'une des raisons pour lesquelles l'OTAN souhaiterait un cessez-le-feu temporaire est que les Ukrainiens ont besoin de temps pour mobiliser davantage d'hommes et préparer des lignes défensives. L'OTAN a besoin de temps pour augmenter sa production industrielle. Il y a de nombreuses raisons à cela. Mais du côté russe également, il se prépare, je suppose, à un affrontement direct possible avec l'Europe, tandis que les Européens se préparent à entrer dans cette guerre. J'imagine que, pendant cette période de retenue, les Russes ont accumulé beaucoup d'autres armements qui ne sont pas destinés à l'Ukraine. Il y a quelques mois, de nombreux rapports dans les médias occidentaux indiquaient que les Russes produisaient un grand nombre de véhicules blindés, mais que seuls quelques-uns étaient envoyés au front. La plupart étaient stockés à l'arrière. Il semble qu'il y ait de nombreux signes montrant que des préparatifs sont désormais en cours pour ce qui paraît de plus en plus inévitable, une guerre directe entre l'OTAN et la Russie. Eh bien, examinons la chronologie. La semaine dernière, j'ai fait remarquer que la conversion ou l'application des avoirs russes gelés en garantie pour des prêts à l'Ukraine qui ne seront jamais remboursés, était liée à la question plus large de savoir quand l'Europe sera prête à entrer en guerre contre la Russie. Et cela a été confirmé. J'étais très satisfait, enfin, satisfait n'est pas le bon mot, car ce dont nous parlons ne peut satisfaire personne. Mais le fait est que le ministre polonais des Affaires étrangères, Sikorski, a déclaré il y a un jour qu'avec ces fonds provenant des avoirs gelés, l'Ukraine pourrait poursuivre la guerre pendant encore 3 ans. C'est exactement ce que je disais. Ces deux éléments sont parfaitement liés. Il s'agit d'un prêt relais destiné à maintenir la Russie occupée par la guerre en Ukraine pendant que l'Europe se prépare à lancer une guerre contre la Russie en 2028 ou 2029, une fois qu'elle se sera suffisamment renforcée. Je regrette vraiment que ce lien étroit soit tenu à l'écart. Mais M. Sikorski, il a tout dit hier, ils sont liés. But Mr. Sikorsky, he told it all yesterday. They are linked. So what is the way here, though? Alors, quelle est la voie à suivre ici? Je veux dire, comment peut-on éviter la Troisième Guerre mondiale maintenant? Eh bien sûr, si je devais donner des conseils à l'OTAN, je dirais désescalader. Si vous êtes Européen, décrochez le téléphone et parlez à Poutine. Mais vous savez, nous ne pouvons pas parler aux Russes. Nous semblons déterminés à continuer d'escalader. Du côté russe, que peuvent-ils faire à ce stade? Je sais que la rhétorique en Europe dit qu'ils devraient simplement quitter l'Ukraine. Mais cela ne résout pas vraiment la guerre, car ensuite, l'OTAN s'installe en Ukraine. Et oui, les mêmes problèmes. La guerre ne serait pas terminée. Alors, quelles sont les voies possibles pour en sortir?
parce que c'est à peu près le moment où je suis le plus pessimiste quant à la possibilité d'éviter une autre guerre mondiale depuis le début de toute cette affaire. I think it's all in Putin's hands. And let me put this in perspective. Je pense que tout est entre les mains de Poutine. Permettez-moi de replacer cela dans son contexte. J'ai remarqué il y a environ une semaine qu'il y avait un conflit ouvert entre le vice-ministre des Affaires étrangères Ryabkov, Ushakov, le conseiller du président Poutine, et Peskov, le porte-parole de Poutine, à propos de la question de savoir si l'esprit ou l'élan du sommet d'Anchorage en Alaska était toujours en vigueur ou s'était dissipé. Ryabkov a déclaré que c'était terminé, signifiant que la voie diplomatique vers une normalisation avec les États-Unis n'était plus viable. Il a été publiquement et de manière inhabituelle désavoué par ces deux hommes, puis par Poutine lui-même. Cela n'arrive jamais. Pour les observateurs occasionnels de cette émission ou des affaires russes, cela passerait totalement inaperçu. Mais ceux d'entre nous qui observent la Russie savent que cela n'arrive jamais, que le numéro 2 du ministère des Affaires étrangères, l'homme censé succéder à Lavrov, soit remis à sa place d'une manière très peu décorieuse, indécente même. C'était un signe révélateur qu'un grand conflit se déroule au sommet en Russie, au cœur du gouvernement. Mais je veux ensuite remettre en perspective ce que j'ai dit à propos de Solovyov et de sa dénonciation de l'approche attentiste et de l'opération militaire spéciale, par opposition à une guerre ouverte. Je ne vois pas cela comme le casus belli d'une opposition à Poutine, que ce soit au sein du gouvernement ou en dehors. J'ai déjà expliqué à quel point M. Solovyov est proche de Poutine et de ses porte-paroles immédiats. Non seulement de son secrétaire de presse, mais aussi de l'homme qui supervise l'ensemble des programmes d'information télévisés en Russie. Je crois que Poutine lui-même se prépare à effectuer cette transition de l'opération militaire spéciale vers une déclaration ouverte de guerre contre l'Ukraine, ce qui changera radicalement leur comportement. Ils détruiront tout ce qui existe. Ils réduiront Kiev en ruine, pas seulement le centre-ville où se trouvent les bureaux du gouvernement, et ils ne se retourneront pas. Comme l'a dit Solovyov, nous ferons preuve d'humanité après avoir gagné la guerre, pas avant. Donc je pense que la balle est dans le camp de Poutine. Je ne m'attends à aucun grand changement ici en Occident ou en Europe. Je pense que cela ne viendra qu'après que Poutine aura déclaré la guerre à l'Ukraine, ce qui, comme je l'ai dit, pourrait suivre immédiatement la livraison ou la rumeur de livraison de Tomahawks. Et cela changera, de manière fondamentale, la façon dont la guerre est menée. Cela nous sauvera tous. Il semble que l'une des raisons pour lesquelles la Russie a été plus prudente dans le fait de passer à une guerre totale plutôt qu'à une opération militaire spéciale tienne à la fois à sa situation intérieure et à ses États partenaires. Sur le plan intérieur, on supposait que le public serait très critique si un tel niveau de violence était utilisé contre l'Ukraine. Mais à présent, bien sûr, avec ces dernières vagues d'escalade de la part de l'OTAN, il semble que ce soit l'inverse. Le public s'attendrait, voire exigerait, une position plus ferme. On observe également certains signes venant, non pas d'alliés, mais disons de partenaires, de la Chine et de l'Inde, je suppose, selon lesquels le maintien d'une simple opération militaire spéciale était perçu comme une manière de ne pas paraître trop agressif ou violent à leurs yeux. Cependant, à présent, avec les dernières escalades de l'OTAN, ils ont une autre considération. Paraître faible devant leurs partenaires n'est pas non plus idéal, car peu importe la proximité d'un partenariat, à un moment donné, les États misent souvent sur le cheval gagnant. Et si vous semblez trop faible, vos partenaires se détourneront de vous de toute façon. Il semble donc, encore une fois, que tous les indicateurs suggèrent
que nous nous dirigeons vers une situation très sombre. Mais j'imagine que, lorsque la riposte russe viendra, à quoi vous attendez-vous qu'ils s'en prennent? À des cibles politiques ou militaires? À des infrastructures à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Ukraine? Comment voyez-vous la possible montée sur l'échelle de l'escalade? Eh bien, distinguons ce que les Russes pourraient faire à l'Ukraine de ce qu'ils pourraient faire à l'Europe occidentale ou aux États-Unis. Et bien sûr, entre ces deux derniers également. Attaquer les États-Unis serait la toute dernière chose que la Russie ferait en se préparant à la Troisième Guerre mondiale. Ils doutent de la compétence de la prise de décision militaire et politique à Washington, et ils savent que les deux pays pourraient détruire la vie sur Terre. Ils préféreraient donc que tout conflit avec les États-Unis constitue la phase finale de l'escalade. Si les Tomahawks sont expédiés, je ne pense pas qu'ils attaqueront leurs producteurs aux États-Unis, ni aucune installation militaire américaine à l'étranger. Je pense que l'attaque visera un pays intermédiaire, que ce soit la Norvège ou le Danemark ou tout autre pays qui décidera de porter l'eau pour Washington et de livrer les Tomahawks, c'est lui qui sera frappé. Quant à l'Ukraine, je pense qu'au moment où M. Poutine lui déclarera la guerre, ce qui serait leur première étape, il y aura une destruction totale, entièrement au niveau conventionnel, en utilisant l'aviation, l'artillerie et tous les autres moyens à leur disposition pour ravager l'Ukraine jusqu'à ce qu'elle commence à ressembler à Gaza. C'est en leur pouvoir. Et je pense que le sentiment d'inimitié et de haine envers l'Ukraine a atteint ce point. Donc, comme je le dis, il y a 3 niveaux différents de destruction ou de riposte. Le plus sévère visera l'Ukraine. Ce sera immédiat, en la rasant autant qu'ils le peuvent ou le souhaitent. Le deuxième consistera à frapper des actifs militaires européens en Europe, en commençant par ceux directement associés au Tomahawk ou à d'autres, car il ne s'agit pas nécessairement d'un Tomahawk. Les États-Unis disposent de quelques autres missiles à longue portée qu'ils peuvent livrer à l'Ukraine pour accomplir la tâche assez efficacement. Ainsi, quel que soit le pays qui coopère avec les États-Unis, avec l'OTAN et agit au nom de l'OTAN pour livrer ses armes à l'Ukraine, il sera frappé d'une manière ou d'une autre, probablement de manière militaire et non contre des centres civils. Et à moins que l'OTAN ne déclare la guerre à la Russie, dans ce cas, attention, car tout deviendra une cible, y compris nucléaire. Je n'ai pas détaillé cela entièrement. Mais la Russie a clairement indiqué que toute guerre avec l'OTAN serait une guerre nucléaire. Elle n'a pas l'intention d'envoyer des formations de chars contre la Pologne ou un autre pays. Elle utilisera sa puissance nucléaire pour anéantir les forces militaires et les populations civiles jugées nécessaires en Europe occidentale. Donc, si nous entrons, je suppose, dans un cadre de théorie des jeux, cela reviendrait essentiellement à un pari dans un jeu de la poule mouillée. Autrement dit, la Russie frapperait des cibles. L'Allemagne semblerait assez haut sur la liste, compte tenu de sa capacité industrielle, de son rôle de centre logistique et de sa posture générale dans tout cela. Mais une fois cette frappe effectuée, étant donné que l'Allemagne est un État non nucléaire, ce serait un signal clair pour le reste de l'alliance de l'OTAN que les Russes sont prêts à aller jusqu'au bout. Et c'est là que l'OTAN se retrouve face au dilemme. Soit réagir de manière massive, ce qui mènerait probablement à un échange nucléaire, soit reculer. Si l'OTAN devait un jour reculer, je suppose que sous la direction de Trump, ce serait le scénario le plus favorable du point de vue russe, puisqu'il ne semble pas avoir beaucoup de mal à changer de position d'un côté ou de l'autre. Eh bien, l'article 5, il l'a déjà piétiné.
Donc je ne pense pas que les planificateurs de la défense européenne puissent compter sur les États-Unis pour venir automatiquement à leur secours si la Russie attaque, nucléairement ou non. Je ne pense pas que les États-Unis vont risquer New York, Los Angeles ou Washington pour Munich ou Lyon. C'est un fait, et je pense que la plupart des gens ici en Europe, à Bruxelles, le comprennent. Comme je le dis, la balle est vraiment dans le camp de Poutine pour trouver une réponse appropriée à ce que vous avez décrit au début, à savoir une condescendance et un mépris complet envers la Russie en tant que puissance. Cela ne peut pas continuer. Cela ne peut mener qu'à la catastrophe. Je souligne souvent à quel point le leadership politique et les médias sont déplorables aujourd'hui. Je veux dire, imaginez pendant la guerre froide, si quelqu'un avait fait cela, dire « attaquons ouvertement des cibles commerciales clés au cœur de la Russie, des cibles militaires ou politiques, directement par des pays de l'OTAN, et toute opposition aurait été rejetée comme étant pro-soviétique ou quelque chose du genre. » Ce genre d'irresponsabilité aurait été impensable. Mais aujourd'hui, cela semble être la seule réponse. J'ai vraiment l'impression que c'est la manière la plus stupide possible de trébucher vers une troisième guerre mondiale. Mais je suppose, juste pour finir, penses-tu que demain, enfin vendredi, quand Trump a dit qu'il prendrait une décision concernant les Tomahawks, c'est vraiment à ce moment-là que nous saurons si nous empruntons ou non cette voie. Eh bien, indépendamment des Tomahawks, la situation devient critique. Je pense que le fait que cette émission de Solovyov soit aussi ouverte comme elle l'a été, correspond à la situation que nous observons dans l'énorme pression que Trump exerce pour nuire à l'économie russe aussi sévèrement que possible. Les sanctions secondaires, l'assaut qu'il a mené contre le Brésil, contre la Russie, contre l'Inde. Cela n'est pas tenable sur le long terme. Vous avez mentionné que des alliés proches au sein des BRICS pourraient s'éloigner de la Russie s'ils estiment qu'elle ne gagne pas. Je pense qu'ils pourraient aussi s'en éloigner s'ils craignent que les pertes que les États-Unis leur imposent soient intenables pour leurs économies, trop néfastes pour leur population, pour qu'ils puissent rester aux côtés de la Russie et encaisser ce choc. Et je pense que cela entre aussi dans le calcul des conseillers de Poutine pour déterminer à quel moment ils doivent passer d'une opération militaire spéciale à une guerre totale. Pouvons-nous tenir le coup? Pouvons-nous regarder nos plus proches alliés nous abandonner sous la pression de Trump? Cela aurait un impact psychologique énorme sur la population russe, et il ne serait pas favorable au gouvernement en place. Je pense donc que Trump surestime ses capacités. Je crois que vous avez mentionné, soit avec moi, soit dans une autre émission la semaine dernière, que la pression continue de s'exercer encore et encore, jusqu'à ce que le ressort se détende de manière inattendue et violente. Et je pense que c'est ce que nous allons voir. Trump en a trop fait et a mal compris les limites de son pouvoir vis-à-vis de la Russie. Je ne pense pas qu'il ait reconnu la différence entre les grandes puissances et les petites puissances, car une petite puissance, comme les Palestiniens, peut être contrainte de se retirer, ou tout autre. Mais pour les grandes puissances, si vous êtes la Chine ou la Russie, se retirer serait, selon moi, la première étape vers votre destruction. Il y a un point intéressant que souligne le professeur John Mearsheimer. Il soutient que l'un des aspects les plus fondamentaux et les plus dangereux en Occident est le refus de reconnaître que la Russie considère cette guerre comme une menace existentielle, y compris l'expansion de l'OTAN à ses frontières. Mais c'est assez important, je pense, car si l'on ne reconnaît pas que la Russie considère cela comme une question existentielle, cela conduit à une énorme erreur d'appréciation. Que se passe-t-il lorsqu'on lui met une telle pression?
L'hypothèse ou le discours que l'on entend toujours de la part des Américains et des Européens, c'est « Oh, il suffit de mettre plus de pression sur Poutine et il finira par céder ». Mais encore une fois, pour les Russes, céder dans cette situation représente une menace existentielle qui mènerait à leur destruction à terme. Il n'y a donc que l'escalade. Et il semble bien que c'est la direction que nous prenons maintenant, avec, comme vous l'avez dit, une véritable guerre. Avez-vous une dernière réflexion avant que nous terminions? Do you have any final thoughts before we finish off? No, it's not. The outlook is not good, but the only Non, comfort I can offer les is that perspectives ne sont pas bonnes. Mais le seul réconfort que je puisse offrir, c'est que la première étape d'une escalade russe serait d'anéantir l'Ukraine. Plus aucun gouvernement à Kiev. Ce n'est pas une solution idéale. Et des gens m'ont écrit en disant « Oh, ce n'est pas la fin de la guerre ». Eh bien, cela évite que quelque chose de terrible ne vienne frapper la Russie de la part de ceux qui dirigent l'Ukraine. Le chaos qui suivra en Ukraine après la décapitation ne concerne pas seulement M. Zelensky et son entourage immédiat. Il disait, par « il », j'entends M. Solovyov, que la Russie devrait utiliser ses moyens aéronautiques pour détruire la rue Bankova, et eh bien, le Parlement avec toute la classe politique de Kiev qu'ils ont l'intention d'anéantir. Alors il y aura le chaos après que cela se produira, et il n'y aura aucune possibilité pour ce qui restera de porter un coup d'une quelconque importance contre la Russie. C'est donc une forme de réconfort, pas pour ceux qui vivent à Kiev, ni pour les Ukrainiens en général, qui finiront probablement ici dans les rues de Bruxelles, très bientôt, si tout cela se réalise. Mais c'est un réconfort pour le reste d'entre nous, de savoir que ça ne mènera pas à des bombardements en Europe de l'Ouest, sans parler des États-Unis. Je pense que ça se terminera, toute cette affaire se terminera, par une démonstration de force qui détruira l'Ukraine. Fin du sujet. J'aimerais avoir ton avis sur une autre chose, à laquelle j'ai beaucoup réfléchi auparavant. Je me demande si une autre erreur de calcul de notre part en Occident n'est pas que nous faisons des suppositions sur la manière dont la Russie procède à l'escalade, car lorsque nous pensons qu'elle ne respecte pas ses lignes rouges, peut-être que les Russes escaladent simplement d'une autre façon. Je veux dire, souvent, nous pratiquons cet incrémentalisme graduel, où nous augmentons un peu, puis encore un peu, selon les réactions que nous obtenons. Mais avec les Russes, on voit souvent qu'ils se retiennent un moment, puis qu'ils vont, enfin, pas bien, disons trop loin. Ils réagissent de manière spectaculaire. Donc ils ne pratiquent pas l'incrémentalisme pour lequel l'OTAN est connue. Je repense souvent au dernier discours que Poutine a prononcé à l'époque de l'annexion de la Crimée en 2014. Il avait utilisé une analogie. Il parlait d'un ressort qu'on comprime de plus en plus jusqu'à ce qu'il finisse par jaillir. En substance, c'était une référence à 20 ans d'avertissement. Cessez d'étendre l'OTAN à nos frontières, sinon nous devrons agir à un moment donné. C'était l'idée du ressort. Et puis, bien sûr, à partir de 2014, nous avons progressivement développé l'armée ukrainienne, la rendant presque membre de facto de l'OTAN, en ignorant tout ce qui venait de Moscou. Et 8 ans plus tard, ils ont de nouveau réagi, en lançant cette invasion, en envoyant leurs troupes. Et encore une fois, on peut regarder ce qui s'est passé après que nous avons commencé à envoyer des armes. Nous l'avons fait, ils n'ont rien fait. Et puis soudain, ils sont intervenus et ont annexé 4 régions. Je veux dire, peut-être que c'est simplement que nous ne savons pas. Peut-être que nous montons et descendons l'échelle de l'escalade d'une manière très différente de celle des Russes. Mais c'est aussi un problème lié à l'incrémentalisme de l'OTAN. La raison pour laquelle nous avançons par petits pas est la même que celle pour laquelle nous avons commencé avec des chars, puis sommes passés au HIMARS, puis au F-16, des choses que nous reconnaissons nous-mêmes comme pouvant déclencher la Troisième Guerre mondiale.
Parce qu'une fois qu'on fait un pas de plus, il est si petit qu'il ne semble pas vraiment important. Mais quand la réponse finit par arriver, elle paraît très disproportionnée. Alors, je veux dire, est-ce qu'on se berce d'illusions avec cet incrémentalisme? Well, I would explain Russian incrementalism. Eh bien, j'expliquerai l'incrémentalisme russe. Il a été variable au cours de cette période de 10 ans. Mais une chose que je veux écarter, c'est l'idée que la Russie aussi s'est fait avoir par Minsk, qu'elle a été trompée par Merkel et par Hollande, qui n'avaient aucune intention de le mettre en œuvre correctement, et que Poutine était plus ou moins d'accord avec cela. Je n'y crois pas un instant du côté russe. Ce à quoi les gens prêtent très peu d'attention, c'est que la Russie, qui aurait pu détruire entièrement les forces armées ukrainiennes en 2014, n'a pas osé le faire, parce qu'elle savait ce qui s'ensuivrait. Une attaque qui n'aurait pas nécessairement été une guerre cinétique. Cela aurait pu être simplement une attaque économique contre la Russie, à laquelle elle n'était absolument pas préparée à résister. Il a fallu 10 ans à la Russie pour se préparer à cette éventualité et pour survivre aux sanctions de l'enfer. Peut-être que l'Ukraine préparait son armée pendant tout ce temps, tandis que la Russie préparait son économie, et son armée également. Il y avait une raison à cette retenue, car elle était occupée à faire quelque chose dont elle ne pouvait pas parler. Je pense que cette retenue a pris fin vers 2018 ou 2019, lorsqu'ils ont estimé que leurs dernières armes offensives et la rééquipement de leur triade nucléaire avaient atteint un niveau où ils étaient supérieurs et en avance sur les États-Unis pour la première fois dans le domaine des armes stratégiques. Et alors, ils étaient prêts à passer à l'action. Je qualifierais donc leur retenue de calculée, une retenue plutôt rusée. Ce n'était pas une retenue naïve ou stupide, mais ce que nous avons vu ces dernières années ressemble davantage à une retenue stupide. Maintenant, il se peut que quelque chose m'échappe. Peut-être qu'ils n'avaient pas de rationnement du modèle 3 en 2020. En fait, comptez les têtes ici. Il pourrait y avoir une raison à cela, à savoir qu'ils mentaient sur l'installation de production et qu'ils n'ont pas les moyens suffisants pour être à la hauteur de leurs paroles. C'est possible. Mais si ce n'est pas le cas, s'ils ont vraiment constitué, comme vous le suggériez il y a quelques minutes, une véritable réserve de matériel à utiliser en cas de besoin, alors cette retenue n'a pas beaucoup de sens. Utilisez-le ou perdez-le. Et s'ils ne défendent pas leurs intérêts, ils le perdront. Voilà donc ma réponse à cette question. Ce n'est pas une question simple que vous posiez en réalité. Eh bien, personne à Moscou ne me donne les faits sur ce qui se passe en coulisses. Mais encore une fois, c'est une hypothèse selon laquelle, comme vous l'avez suggéré, entre 2014 et 2022, la Russie rendait son économie à l'épreuve des sanctions et renforçait également sa force militaire au cas où une guerre plus vaste éclaterait. Et après 2022 à 2025, ils ont également avancé très lentement et fait preuve de retenue, comme à leur habitude. Je suppose qu'ils reconnaissent peut-être que si l'Ukraine perd, ou plutôt non pas si, mais quand l'Ukraine perdra la guerre, l'OTAN pourrait intervenir. Et c'est apparemment ce qui se passe maintenant. Donc après avoir eu 3 ans et demi pour se préparer, je suppose que, encore une fois, je ne sais pas ce qui se passe dans les dépôts d'armes, ni quel type de missiles hypersoniques les Russes ont accumulés. Mais je pars du principe qu'ils sont bien conscients que l'OTAN rejoindrait le combat après que la Russie se serait un peu épuisée contre les Ukrainiens. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir pris le temps. C'est un sujet très sombre, mais je serais très curieux de voir ce qui se passera demain parce que, vous savez, est-ce que Trump bluffe simplement ou va-t-il réellement aller jusqu'au bout, ce qui ne pourrait être interprété que comme une déclaration de guerre? Donc, encore merci.
So thanks again. Très bien, merci.